Bonsoir et bienvenue au Centre culturel franco-russe Alexandra Solzhenitsyn. Nous vous remercions pour votre fidélité à nos soirées et nous avons un très grand plaisir d'accueillir ce soir Michel Nickel. Nos habitués le connaissent très bien. Pour les autres, je rappelle qu'il s'agit d'un professeur émérite. Il s'agit de professeur émérite de l'université de Caen en Normandie. Michel Nickel est un auteur, est un éminent spécialiste de la littérature russe du 19e et du 20e siècle. Il est un auteur des ouvrages de référence sur des grandes figures de cette littérature, de cette culture, sur Pouchkine, sur Nina Berberova, sur Gorky. Parmi ces tout derniers ouvrages, on peut citer L'anthologie de la pensée russe, la Russie vue de l'Occident, de Karamzin à Poutine, Dictionnaire Dostoïevski. Et ces deux livres ont été présentés chez nous à Inca Press tout de suite après leur parution. D'ailleurs, plusieurs parmi vous peut-être se souviennent d'une discussion particulièrement animée, un dialogue entre Michel Nickel et Jean-Louis Baquès à l'occasion de l'apparition de Dictionnaire Dostoïevski. Aujourd'hui, un nouveau dialogue, cette fois à l'occasion du livre qui vient de paraître toujours aux éditions de l'Institut des études slaves, et cette fois c'est Dictionnaire Gogol. Nous allons commencer par l'intervention de Michel Nickel, qui va nous présenter son travail, et ensuite nous donnerons la parole à Daria Sinichkina, sa jeune collègue de l'université Paris-Sorbonne, qui est grand spécialiste sur Kluev. Donc c'est l'auteur qui l'a inspiré pour sa thèse, pour de très nombreux articles. Est-ce que ça va mieux? Excusez-moi, il fallait me dire. Elle est spécialiste de Kluev. De la poésie. De la poésie. De la poésie, précise Daria. Et donc elle a consacré énormément d'articles à cet auteur, mais aussi elle écrivait sur plusieurs auteurs russes du XIXe siècle, parmi lesquels Griboïdov, Turgenev, Tchekhov. Donc elle est la mieux placée pour mener ce dialogue avec Michel Nickel. Et nous attendons avec impatience cette suite, donc cet échange entre deux spécialistes de la littérature russe. Tout de suite, donc sans plus tarder, je donne le micro à Michel Nickel pour nous présenter son travail. Bon, merci Tatiana. Je suis content de voir que Gogol est encore capable d'attirer du monde, car j'espère que ce n'est pas pour moi que vous venez, mais pour Gogol. Il est l'édition du cas. Alors, ce dictionnaire est conçu selon les mêmes principes que le dictionnaire Dostoïevski, c'est-à-dire qu'il veut être un guide à la fois pour ceux qui connaissent peu ou même pas du tout Gogol, et pour les spécialistes de la littérature russe qui le connaissent bien, mais qui, j'espère, pourront trouver aussi dans ce dictionnaire des petites choses nouvelles pour eux. D'où les références bibliographiques pour chaque affirmation ou chaque citation, mais que le grand public peut omettre. Alors si pour Dostoïevski, il s'agissait de faciliter l'entrée du lecteur dans un univers complexe, intimidant pour les étudiants surtout, pour Gogol, au contraire, il fallait dépasser une vision d'auteur facile, soit un auteur satirique, soit un comique, pour rendre à Gogol la profondeur, et notamment la profondeur spirituelle qui avait été occultée non seulement à l'époque soviétique, mais déjà du vivant de Gogol, avec la critique qu'avait fait de certaines de ses œuvres Bielinski. Et cela alors que Gogol disait de lui-même, je cite, « Je suis pour tous une énigme, nul ne m'a entièrement deviné ». Il écrivait cela à sa mère en 1828. Rozanov écrit plus tard « Gogol reste absolument obscur pour nous, absolument impénétrable ». Berdiaev dit que Gogol est l'un des plus énigmatiques écrivains russes. Pour Anna Akhmatova, chez Gogol, tout est incompréhensible du début à la fin,
et on ne le comprendra jamais. Alors, je n'ai pas eu la prétention, bien sûr, l'ambition de rendre Google transparent du début à la fin, mais on trouvera des mises au point sur tous les sujets difficiles et qui sont sujets à polémique souvent, c'est-à-dire la deuxième partie des âmes mortes, les passages choisis de ma correspondance avec mes amis, la sexualité, rien ne venant étayer l'hypothèse assez répandue de l'homosexualité de Google, c'est qu'il y a au contraire une fixation sur les petits pieds, les pieds féminins, chez Pouchkine aussi, et sur les seins. Le rôle du père Mathieu aussi, qui est une question délicate, le diable, le prétendu mysticisme de Google, le mystère de sa mort. Donc ce sont des questions pour lesquelles il existe différents points de vue et on les trouvera dans ce dictionnaire. Alors il y a 112 articles, il y en avait 118 pour Dostoïevski. Ce n'est pas un chiffre qui a été fixé à l'avance, mais il s'est imposé au fur et à mesure des lectures, non seulement des œuvres de Google, mais de toute la critique qui, en nombre de pages, surpasse de beaucoup les œuvres de Google. Alors il y a on peut distinguer 5 sortes d'articles, des notices sur toutes les œuvres de Google, y compris des articles d'esthétique et d'histoire qui ne sont pas traduits en français, car les œuvres dites complètes dans la Pléiade, il y a un volume de Google intitulé Œuvres complètes. En réalité, ce recueil est loin d'être complet. Il y a tout ce qui est important, bien sûr, mais il y a un nombre d'articles et d'inédits qui ont été publiés récemment qui n'y figurent pas. Deuxièmement, des articles sur l'art de Google et les genres littéraires. Troisièmement, des articles transversaux sur des motifs récurrents. Un quatrième groupe, c'est des mises au point sur la pensée de Google. Et cinquièmement, des notices biographiques sur les personnages qui ont de l'entourage de Google ou d'écrivains qui se sont dits héritiers de Google. Alors les articles sur l'art de Google et les genres littéraires, j'en cite quelques-uns. Le fantastique d'abord, car Google n'est pas un auteur réaliste comme il a été catalogué à l'époque soviétique, mais déjà de son vivant dans la critique de Bielinski. C'est un visionnaire. Google décrit des types, perce l'écorce du visible pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous, la fausseté, la pochlost, sur laquelle je reviendrai, c'est-à-dire tout ce qui est trivial, faussement beau, faussement sublime. Chez lui, il y a un fantastique du quotidien qui va remplacer le fantastique folklorique des veillées du hameau, inspiré par le folklore non seulement ukrainien, mais aussi de toute l'Europe. Donc ce fantastique du quotidien, c'est celui d'une réalité banale, triviale, médiocre, dans laquelle règne le Tchin, la hiérarchie des grades. Donc, par exemple, le fantastique n'est pas dans le fait qu'un nez se promène de manière autonome, dans la nouvelle Le Nez de Google. Ce qui est fantastique, c'est la place que le grade, le Tchin, occupe dans la vie de ses fonctionnaires. Autre courant ou genre littéraire, le baroque, qui est de tradition ukrainienne et qui est sensible dans la prose ornementale de Google, avec les hyperboles, les accumulations d'épithètes que l'on a opposées à la simplicité apparente, au laconisme de Pouchkine. Autre tendance, le grotesque.
le grotesque caractérisé, qui n'est pas un terme péjoratif, c'est un terme de critique littéraire, d'histoire des genres littéraires. C'est un mélange de style élevé et trivial, mélange du sublime et du comique et du tragique, qui a été exploité par les metteurs en scène comme Meyerhold et par des compositeurs comme Shostakovich. Alors un exemple de grotesque, dans La brouille des deux Ivans, le juge avait le nez si rapproché de la bouche qu'il pouvait à son aise flairer sa lèvre supérieure, laquelle lui servait de tabatière, le tabac destiné aux fosses nasales se répandant presque toujours sur elle. Et dans le même récit, un récit qui n'est pas très connu, mais qui est dans lequel on trouve énormément de figures de style, Agathe Fédoséevna arborait un bonnet sur le crâne, 3 verrues sur le nez et sur le corps, une capote dont le fond couleur de café s'agrémentait de fleurs jaunâtres, le dit corps affectant la forme d'un cuveau. Je ne lis pas la suite, mais enfin, vous voyez ce qu'on désigne comme style grotesque en littérature, c'est ce mélange de style élevé et de style trivial. Alors, il y a chez Gogol beaucoup de figures de style qui ont bien été analysées par André Bieli. Les comparaisons, d'abord, André Bieli, justement, demandait dans un article, trouvez-moi chez Verlaine, Rimbaud, Baudelaire des images aussi incroyablement audacieuses que celles de Gogol. Et chez Gogol, très souvent, les comparaisons se prolongent en histoire adventice, comme par exemple les yeux de Plouchkine, qui est un personnage des âmes mortes, qui sont comparés à des souris. Mais ensuite, on a une petite histoire sur ces souris. Les petits yeux de Plouchkine, loin d'être éteints, couraient sur ses sourcils hauts et drus, tels des souris risquant leur museau pointu hors de leur sombre retraite, l'oreille aux aguets, vérifiant qu'un matou ou quelque garnement ne serait point tapis là, tout près, et reniflant soupçonneusement l'atmosphère. Donc, vous voyez, il n'est plus question des souris que des yeux de Plouchkine. La comparaison devient une petite historiette. Le troisième groupe, des articles transversaux sur des motifs récurrents. Et en premier lieu, l'âme, et ça tombe bien pour un dictionnaire, puisque ça fait un article qui inaugure le dictionnaire. Alors, c'est l'édification de son âme qui, pour Gogol, a toujours été au centre de sa vie et de son œuvre. « Ma tâche, c'est mon âme, dit-il, et encore, mes œuvres sont intimement liées aux choses de mon âme. » Et l'on sait qu'il interprétera, après le Révisor, il interprétera la ville du Révisor comme étant la ville de notre âme. Autre motif récurrent, la Pochlost, la médiocrité, la platitude, le trivial, la vulgarité, c'est l'un des grands thèmes de Gogol. Nabokov a bien défini cette Pochlost comme, je cite, tout ce qui est faussement important, le grade par exemple, faussement beau, faussement intelligent, faussement séduisant, comme la beauté poursuivie sur la perspective Nievski par le peintre dans la nouvelle La perspective Nievski, et qui se révèle être une prostituée. C'est dans tout ce qui est pseudo, ça veut dire menteur en grec, c'est dans tout ce qui est pseudo beau, pseudo riche, pseudo sublime, que pour Gogol se niche le vide, l'inconsistance, le faux. Et tout cela, toute cette inconsistance, ce vide, ce faux, c'est de nature diabolique pour Gogol. Le diable étant, selon saint Jean, menteur et père du mensonge. Et la perspective Nievski se termine par ces lignes. Le démon lui-même allume les lampes et éclaire hommes et choses pour les montrer
sous un aspect illusoire et trompeur. Donc ce n'est plus là aussi le diable folklorique des veillées du hameau, le diable qui faisait des facéties dans les veillées du hameau, qui était un bon petit diable. Là, il s'agit déjà d'un diable qui révèle le vide de l'existence, un diable beaucoup plus métaphysique. Gogol est de son propre aveu dans Les âmes mortes, l'écrivain qui a, je cite, l'insolence d'étaler au grand jour ce qui, à chaque instant, se déroule sous nos yeux et qu'indifférents, nous refusons de voir. L'effroyable et saisissante fange des menues choses où notre vie s'enlise, l'insondable profondeur des natures froides, vulgaires, mesquines, qui sèment notre chemin terrestre, souvent ennuyeux et amer, et que d'un puissant et impitoyable burin, l'écrivain a l'audace d'exposer sans phare. Alors ce burin, pour Gogol, c'était le rire, du moins le croyait-il au début. Autre motif récurrent important, le regard. Gogol a lui-même défini son art comme la capacité, je cite, de remarquer des singularités tant importantes que minimes et risibles qui échappaient à l'attention des autres hommes. Et il y a des personnages chez qui le regard peut être mortifère, dans le portrait, dans Vie. La route est aussi un motif récurrent. Gogol est toujours, tout le temps, en route, tout le temps en voyage. C'est l'homo viator qui est toujours en chemin. Et le voyage est pour lui une panacée, un remède. Il a besoin d'être sur les routes pour écrire. Et il y a une sorte de, qu'on peut appeler une géospiritualité chez lui. L'Ukraine, d'abord, sur laquelle je reviendrai. Pétersbourg, ensuite Rome et Jérusalem, puis Moscou. Et pour finir, la Jérusalem céleste. Et enfin, on trouvera, mais enfin, c'est pas tous les articles que j'ai cités, un article sur la gastronomie, Gogol étant, malgré ses mots d'estomac, un grand gourmet. Et les personnages de Gogol, dans Les âmes mortes notamment, ont des appétits rabelaisiens. Pour quatrième groupe, des mises au point sur la pensée de Gogol, pensée religieuse, politique, sociale. Gogol est un utopiste. On peut distinguer chez lui différentes utopies. Une utopie esthétique, c'est celle qui fait du rire un outil capable de balayer d'un seul coup, d'un seul coup, tout ce qu'il y a de mauvais en Russie. Et le rire, dit Gogol, est un personnage à part entière dans le Révisor. La satire, pensait-il, étant capable de nous dépouiller d'un seul coup de tous nos défauts. Il y a une utopie économique aussi dans la deuxième partie des âmes mortes, avec de bons gérants de domaines. Une utopie religieuse du perfectionnement personnel, loin donc de tout mouvement révolutionnaire. Il s'agit de régénérer les âmes mortes, nos âmes mortes, en les nourrissant de l'évangile et en mettant celui-ci en pratique. Et à partir de Gogol, l'intelligentsia russe va être coupée, divisée en deux camps, un étant partisan d'une reconstruction plus ou moins violente du monde, de l'autre, ce sont les révolutionnaires, les libéraux, et ceux qui préconisent, comme Gogol, d'abord la construction de soi, la transformation intérieure, sans laquelle il ne sert à rien de changer les conditions de vie extérieures. Et c'est la voie gogolienne que suivront Dostoïevski, Tolstoï, Solzhenitsyn. Et enfin, un cinquième groupe d'articles, des articles biographiques sur l'entourage de Gogol, comme Alexandra Smirnova-Rossetti, sur laquelle, du reste, Imca Press a publié en 1995 un livre de Raymond de Ponfilly, Le cher ami de Gogol, et des articles aussi sur les écrivains qui se placent dans la lignée
dans l'héritage de Gogol, Dostoïevski, Bieli, Bulgakov et d'autres. Alors mes sources sont naturellement les œuvres de Gogol lui-même, sa correspondance qui est inédite en entier en français. On trouve quelques lettres dans l'introduction biographique de la Pléiade. Il y a aussi toute la recherche universitaire en français, en anglais, en allemand, en russe bien sûr. Alors il s'agissait d'extraire de ces milliers de pages qui parfois écrasent Gogol, d'extraire ce qui est susceptible, de mon point de vue, susceptible d'intéresser le lecteur français, soit novice dans la lecture de Gogol, soit plus aguerri, afin d'enrichir la compréhension pour le lecteur français de l'œuvre et de l'univers de Gogol. Alors je vais m'arrêter sur quelques points. Il n'y a pas, on pourra me le reprocher, d'article sur l'orthodoxie, car cela ne posait pas de problème. Par contre, il y a un article sur la religion, il y en a un autre sur le catholicisme et il y en a un autre sur le protestantisme. Le protestantisme qui est un sujet tout à fait nouveau, mais Gogol lui-même l'avait mis en lumière, cela avait été oublié, mais il écrivait à Chevrillov, un de ses amis slavophiles, « Je te dirai que je suis venu au Christ par la voie protestante plutôt que catholique. » Alors on ne sait pas trop quelle a été cette voie protestante chez Gogol qui avait des contacts avec des moines polonais catholiques à Rome, mais on retrouve l'influence du protestantisme dans les passages choisis de ma correspondance avec mes amis, avec l'idéal du service de l'État, du service du bien commun. Et cette phrase célèbre, « Votre monastère, c'est la Russie ». Donc Gogol n'incite pas à fuir le monde. Au contraire, il incite à rester dans le monde, chacun à sa place, où le destin, où les études l'ont mis, afin de transformer le monde. Il y a là, dans ces passages choisis, une sorte de manuel d'économie patriarcale et de direction spirituelle, inspiré en bonne partie par l'imitation de Jésus-Christ, best-seller spirituel du XVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, dont Gogol conseillera la lecture hebdomadaire, non quotidienne même, à ses amis. Donc il ne faut pas fuir le monde, mais s'employer à l'améliorer. Et il y a là un christianisme social qui a dérouté ses contemporains, car il n'y avait pas de tradition de cette sorte dans la littérature religieuse russe, qui était de nature essentiellement ascétique. Alors, ces passages choisis de ma correspondance ont été déclarés obscurantistes par Bielinski, et c'est une qualification qui colle à ce texte, disponible seulement dans l'édition de la Pléiade, qui colle à ce texte jusqu'à maintenant, mais ils ont été, par les chercheurs russes actuels, ils ont été récemment analysés et réhabilités. Du reste, Tolstoï avait déjà qualifié Gogol de Pascal russe, notre Pascal. Donc Gogol trouvait dans le catholicisme et le protestantisme une manière de vivre en chrétien dans le monde, de le transformer et non de le rejeter. La théologienne Elisabeth Bersigel écrit, je cite, « Paradoxalement, c'est à Rome où il a fréquenté des moines polonais catholiques, c'est à Rome que Gogol sera devenu un orthodoxe plus éclairé, plus conscient de ses responsabilités. » Mais Gogol n'avait nulle intention d'embrasser le catholicisme, comme le craignaient ses amis et sa mère, à laquelle il écrit «
vous avez parfaitement raison d'affirmer, c'est à sa mère qu'il écrit, d'affirmer aux autres que je ne changerai pas de rite, parce que notre religion et la religion catholique sont absolument la même chose. Et c'est pourquoi il est absolument inutile de passer de l'une à l'autre. L'une et l'autre sont vraies. L'une et l'autre reconnaissent un seul et même Sauveur, la même sagesse divine qui a autrefois visité notre terre, qui y a subi la dernière humiliation, afin d'élever notre âme et de la diriger vers le ciel. Alors, Gogol a grandi dans un milieu pieux, sa mère étant du reste plutôt superstitieuse. Il a lu les Écritures et les pères de l'Église au lycée de Niégine, mais c'est à Rome, à partir de l'été 1839, après ce qu'il a considéré comme l'échec du réviseur, qu'il va se mettre à une lecture assidue de la Bible, d'abord en français et puis en slavon, lecture aussi des pères de l'Église, dont il recopie des textes, de l'imitation de Jésus-Christ, de Bossuet, de Montaigne, de Pascal, afin, dit-il, de connaître l'âme humaine dont le Christ est la clé. Il écrit dans la confession d'un auteur, « La connaissance des hommes et de l'âme des hommes, voilà ce qui m'intéressait. Et c'est en suivant cette voie que presque insensiblement je parvins au Christ pour avoir vu qu'en lui était la clé de l'âme humaine et qu'aucun connaisseur de l'âme n'avait encore atteint le degré de connaissance où il s'était placé. C'est en le vérifiant au moyen de la raison, un mot très, très important, au moyen de la raison que je vérifiais ce que d'autres comprennent d'une foi limpide, ce à quoi je croyais jusqu'alors d'une foi, pour ainsi dire, obscure et vague. » Donc il y a donc un effort de Gogol pour croire, un effort de la raison, et c'est peut-être en cela qu'il est protestant. Je n'ai pas la foi, dit-il, mais je veux croire, écrivait-il au père Matthieu. Et son pèlerinage, il a fait un pèlerinage à Jérusalem en 1848, le laissa son cœur sec. Autre sujet qu'il faut un peu développer, c'est l'Ukraine. Alors, le dictionnaire a été achevé avant la guerre contre l'Ukraine, mais il contient quand même plusieurs articles. Alors, de par sa naissance en Ukraine, Gogol est un écrivain ukrainien, ou petit russien, comme on disait à l'époque, l'Ukraine faisant partie de l'Empire russe depuis 1654, à la suite du soulèvement des Cosaques contre la domination polono-lituanienne. C'est le sujet de Taras Bulba, qui en France, en français, est considéré souvent comme un ouvrage pour les adolescents, mais c'est loin d'être le cas. Et en Ukraine, l'usage de l'ukrainien sera interdit vers la fin du XIXe siècle, une époque de russification de toutes les marches de l'Empire. Alors l'Ukraine, avec son folklore, ses légendes, l'Ukraine est le lieu des veillées, des contes, des veillées du hameau, alors était quelque chose d'inconnu ou de méconnu en Russie centrale, et Gogol fait découvrir aux lecteurs de la froide capitale Saint-Pétersbourg les mœurs à la fois joyeuses et violentes des Cosaques et des paysans ukrainiens. C'était d'ailleurs dans l'esprit du romantisme européen, de la recherche de la couleur locale, et ces histoires de diables, d'ondines, de sortilèges, de farces, qui sont des joyaux de récits oraux, ce qu'on appelle le skas en russe, mis dans la bouche de personnages populaires à la langue bien pendue, n'ont jamais été considérés par Gogol comme des œuvres importantes, mais Gogol à Saint-Pétersbourg tirait le diable par la queue, on peut dire, et c'est un filon qu'il trouve et qui va le faire connaître. Alors maintenant, Gogol est l'objet de batailles entre nationalistes russes et nationalistes ukrainiens. Le 200e anniversaire de la naissance de Gogol, c'est-à-dire l'année 2009, a été déclarée année Gogol par l'UNESCO, et elle a vu la Russie et l'Ukraine se disputer l'héritage de Gogol. C'est ainsi que Gogol a été traduit en ukrainien, et non seulement traduit, mais quelque peu déformé,
puisque la terre russe de l'original est devenue la terre ukrainienne, par exemple, et que en Russie, c'est le cinéaste Bortko, un cinéaste spécialisé dans la transposition très littérale à l'écran de classiques russes, qui a enrôlé Gogol sous la bannière du nouveau nationalisme russe. Alors que Gogol, voici quelle était la position de Gogol dans une lettre à Madame Smirnov. Je ne sais pas moi-même quelle âme j'ai, petite russienne ou russe, je sais seulement que je ne donnerai jamais la préférence à un russe sur un petit russien ou à un petit russien sur un russe. Les deux natures sont trop généreusement dotées par Dieu et chacune séparément renferme ce que l'autre n'a pas, signe certain qu'elles doivent se compléter mutuellement. Donc Gogol, tiraillé entre deux âmes maintenant, doit se retourner dans sa tombe. Alors pour Gogol, il n'y a pas de question de l'Ukraine. Pour Gogol, l'Ukraine ne pose pas de problème. Le problème, c'est la Russie dans son ensemble. La Russie et même l'humanité, comment la régénérer, comment l'inciter à vivre saintement. Alors l'Ukraine, je l'ai dit, a été le premier moment de l'itinéraire géo-spirituel de Gogol. La deuxième étape étant Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg qui va décevoir Gogol qui pensait y faire une carrière au service de l'État, va mettre du temps pour trouver un poste dans une administration. Et l'Ukraine va apparaître à Gogol en comparaison avec la froide, brumeuse, terne, grise Saint-Pétersbourg. L'Ukraine va apparaître à Gogol comme la terre promise ou le paradis perdu qu'il va retrouver à Rome. Il s'enfuit à Rome après ce qu'il a considéré comme l'échec du révisor, c'est-à-dire le révisor compris soit comme une farce, soit comme une satire, alors que pour Gogol, il s'agissait avant tout de régénérer l'homme. Mais on sait que Nicolas Ier a donné son feu vert à la pièce en déclarant « Tout le monde en a pris pour son grade, moi le premier ». Et Gogol, qui remaniait souvent ses œuvres, en soulignera le caractère spirituel. Plus tard, dans des commentaires, on soulignera le caractère allégorique et moral. Les fonctionnaires incarnant les défauts de la ville de notre âme, et le vrai révisor annoncé à la fin de la pièce étant celui du jugement dernier. Alors on n'est pas obligé d'adhérer à ces interprétations assez tardives, mais la possibilité de différents niveaux de lecture, un niveau littéral, un niveau réaliste, un niveau symbolique, un niveau spirituel, ces niveaux-là sont présents dans la plupart des œuvres de Gogol. Donc Gogol va rester pas d'un seul tenant, mais enfin en tout près de 6 ans à Rome. Il a finalement assez peu vécu en Russie. Il est né en 1809, il quitte la Russie en juin 1936, arrive à Rome après avoir séjourné en Allemagne et passé l'hiver à Paris, puis il restera à l'étranger avec des interruptions et 2 courts séjours à Moscou. Et il restera à l'étranger jusqu'en janvier 1848, soit près de 12 ans. Mais il lui faut, dit-il, être éloigné de la Russie pour mieux se la représenter. Il est dans ma nature de ne pouvoir me représenter vivant le monde qu'à condition de m'éloigner de lui
Voilà pourquoi c'est seulement à Rome que je suis capable d'écrire sur la Russie. Et dans un autre texte, j'ai besoin d'être loin de la Russie pour n'en demeurer que plus vivement en pensée en Russie. Bref, Gogol a fui la Russie pour mieux la recréer dans son imagination et pour ne pas être pris par la réalité. L'Italie est mienne, je suis né ici, la Russie, Pétersbourg, les neiges, les gredins, le ministère, la chair, le théâtre, tout cela n'était qu'un songe. Je me suis réveillé ici, écrit-il à Joukovski. Donc l'Italie devient en quelque sorte l'équivalent de son Ukraine natale, de ce paradis perdu. Et il y a une nouvelle assez peu connue, mais à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, une nouvelle tout simplement intitulée Rome. On y trouve l'opposition Ukraine-Pétersbourg transposée en une opposition Rome-Paris. On y trouve le rapport de Gogol à l'Europe et à la civilisation moderne. On y trouve la quête de l'idéal féminin et, au niveau du style, un style baroque très architectural. Le Rome, c'est un récit de formation, le récit d'un jeune prince romain qui est d'abord séduit par l'éclat, le clinquant de Paris, mais qui va quitter Paris pour Rome. Rome qui, à l'écart du progrès, est épargné par le mercantilisme et la superficialité de Paris. Alors d'un côté, on a Rome qui incarne, comme l'Ukraine l'incarnait, qui incarne l'harmonie, l'intégrité, l'être, et de l'autre, on a le chaos, le morcellement, l'insignifiance, la mode, le paraître de Paris. Et tout cela est exprimé avec des préverbes qui indiquent la coupure rase ou biaise, mais dont on peut avoir l'équivalent en français. Désordre, dislocation, dédoublement, dissonance, déraison, décomposition, division, discordance. Vous voyez, tout ça, on le trouve dans les passages qui décrivent la capitale de la France. Et tout cela mène à la déraison et au délire. Alors cette opposition Rome-Paris ou bien Saint-Pétersbourg, l'Ukraine, correspond à l'opposition de nature romantique entre la culture et la civilisation, la culture organique, spirituelle, et la civilisation matérielle, artificielle, irreligieuse, liée à l'idée de progrès. Alors cette opposition, on la trouve au centre de la pensée slavophile, qui s'élabore en Russie dans les mêmes années 30 et 40, et Gogol avait des amis slavophiles. Mais peut-on dire que Gogol est un slavophile? Oui et non, c'est-à-dire qu'il en partage certaines vues, mais sur d'autres, il s'en distingue. Gogol, notamment, ne rejette pas l'Europe dans laquelle il a voyagé et vécu si longtemps. Et dans Confession d'un auteur, il définit ainsi son attitude envers la civilisation européenne. De ce que j'ai nettement mis en valeur nos éléments russes, on déduit que je regrette la nécessité de la civilisation européenne et que j'estime inutile pour un Russe de connaître le difficile chemin du perfectionnement de l'humanité. Aujourd'hui comme autrefois, il me semble qu'un citoyen russe doit connaître les affaires de l'Europe. Aujourd'hui comme autrefois, je reste persuadé qu'il faut que nous connaissions à la perfection et en profondeur notre nature russe, et que ce n'est qu'au prix de cette connaissance qu'il est possible de sentir ce qu'il convient de prendre et d'emprunter à une Europe qui ne nous dit mot sur ce point. Sinon, l'application de la découverte la plus bienfaisante ne saurait avoir de succès. Donc voilà la position de Gogol vis-à-vis de l'Europe qu'il ne rejette pas, mais dans laquelle il faut emprunter à bon escient. Donc je m'arrête là pour laisser à Daria le soin de me poser des questions qui n'ont pas été mises au point en avance, je le sais. Et donc il va être une surprise pour moi comme pour vous. Merci infiniment.
Merci infiniment, Michel, et permettez-nous tout d'abord de vous remercier pour ce remarquable travail. On dirait un travail pour un groupe d'auteurs, pour voilà, un groupe de spécialistes. Ici, vous le faites tout seul. Et on a plein d'admiration parce qu'en effet, on vient d'entendre, les entrées sont très originales, rien que cette géospiritualité. D'ailleurs, je vous signale que Michel a parlé de géospiritualité. Ici, dans le livre, il y a aussi géobiographie, où toutes les œuvres de Gogol sont présentées en fonction du lieu de l'écriture. Cela nous donne aussi un accès tout à fait intéressant pour mesurer à quel point voilà, cette notion du chronotope, d'après le langage de Bakhtin, compte énormément pour Gogol. Chaque fois, l'œuvre est vraiment marquée par le lieu de l'écriture. Bon. Je vous propose, avant de donner le micro au public, d'écouter le dialogue des spécialistes. Donc, je donne le micro à Daria en les remerciant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tatiana. Merci beaucoup, Michel, surtout pour cette présentation qui rappelle à quel point, effectivement, c'est un travail qui nous plonge dans cet univers vertigineux qu'est celui de Gogol. Je souhaite d'abord dire un petit mot. Merci beaucoup de m'avoir présenté de manière aussi extraordinaire. Je suis tout simplement et très modestement spécialiste, en effet, j'étudie, disons, la littérature, je suis spécialiste de poésie et j'enseigne surtout l'histoire de la littérature russe. Voilà. Et c'est surtout en qualité de quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de la littérature russe et à comment est-ce qu'on l'a écrit et comment on l'a réécrit aujourd'hui ou comment est-ce qu'on doit la réécrire aujourd'hui que j'aimerais poser quelques questions à Michel Niqueux. Et je remercie, comme je vous le disais tout à l'heure, mes collègues spécialistes du 19e, surtout Laetitia Decour et Victor Feuillebois, qui m'ont également inspiré des questions et suggéré des questions à vous poser. En fait, l'exposé que vous avez fait a rappelé les grandes lignes thématiques de votre dictionnaire. Mais lorsqu'un lecteur, quel qu'il soit, ouvre l'ouvrage, il n'a pas forcément cette main qui le guide à travers donc les différentes thématiques que vous avez évoquées et qui permettent de se faire une image peut-être cohérente, plus harmonieuse et cohérente d'un Gogol, j'y reviendrai. Comment est-ce que vous avez justement réfléchi, puisque le résultat est là, mais comment est-ce que vous avez réfléchi à surmonter ces questions inévitables que l'on se pose lorsqu'on aborde un auteur, mais dans une perspective qui est celle d'un dictionnaire à multiples entrées, c'est-à-dire qui dissémine le questionnement, qui dissémine les interrogations, qui multiplie les perspectives, conjuguant cela à la volonté de s'adresser, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la fois aux lecteurs non avertis et aussi aux spécialistes. Donc, comment est-ce qu'en fait vous avez-vous envisagé, et je pense que la question vaut aussi pour le dictionnaire Dostoïevski en réalité, ce numéro d'équilibriste qu'est ce dictionnaire, c'est-à-dire cette entrée qui, en fait, par la multiplication des points d'entrée, justement, par la multiplication des points de vue sur l'œuvre de Gogol et sur sa trajectoire, sur sa vie, sur sa personne, décentre forcément, pour reprendre un terme à la mode que je m'étais dit que je n'allais pas reprendre, mais pour le reprendre quand même, décentre forcément le regard sur Gogol et le déconstruit en fait. Donc voilà, est-ce que ça a été une volonté ? Est-ce que ça a été quelque chose que vous avez consciemment voulu mettre en œuvre pour proposer un autre Gogol, vous l'avez dit, un autre Gogol par rapport éventuellement à celui qu'on a eu dans les manuels d'histoire de la littérature russe. Et voilà, et comment est-ce que vous avez approché ce moment dans l'écriture aussi de l'équilibre à trouver pour ne pas perdre votre lecteur et en même temps le conduire à travers les différentes thématiques? Oui, la question est vaste, mais je crois que la solution, cette question au problème de la diversité des thèmes, diversité thématique et déconstruction de Gogol
tout dictionnaire est une déconstruction, vu que tout est classé dans l'ordre alphabétique. Mais je crois que la solution, elle se trouve dans ce que Tatiana a rappelé, c'est-à-dire la géobiographie de Gogol, dans laquelle on trouve les grandes étapes de Gogol, étapes à la fois géographiques, l'Ukraine, Saint-Pétersbourg, Rome, Jérusalem, Moscou à la fin de sa vie, et pour finir la Jérusalem céleste dans laquelle espérait Gogol. Donc à la fois un itinéraire géographique, mais un itinéraire, je l'ai souligné, également spirituel et intellectuel, puisque Saint-Pétersbourg va être doté de qualités, enfin de qualités négatives diaboliques, alors que Rome va être magnifiée et élevée presque au niveau de paradis. Donc je crois qu'il faut commencer pour avoir une vue d'ensemble et trouver tous les thèmes, car ils sont mentionnés dans cette biographie. Il faut commencer par cette géobiographie pour avoir une idée d'ensemble du parcours à la fois intellectuel, spirituel de Gogol. Merci beaucoup. Du coup, ça a empiété sur une question que j'avais sur la géobiographie de Gogol. Mais c'est très bien. Justement, la géobiographie de Gogol fait partie des annexes de l'ouvrage, enfin fait partie des articles spécifiques dans l'ouvrage, auxquels il faut ajouter les différents index, puisque vous avez inclus dans le dictionnaire un index des œuvres et des personnages, même s'il n'y a pas d'article spécifiquement consacré aux personnages des œuvres de Gogol, et également un index biographique avec, pour certains auteurs, des explications de notices biographiques, pour Pagodin par exemple, et pour d'autres pas du tout, comme Akhmatov, j'ai vu il n'y avait pas du tout de notices biographiques. J'imagine connaître la raison, mais voilà, c'est à relever. Et d'autres pour lesquels un seul mot ou quelques mots suffisent. Tout cela pour dire que, d'abord pour ressouligner à quel point c'est un ouvrage extrêmement riche, et pour dire que vous avez fait un travail qui, en fait, disons, circonscrit tout un univers qui dépasse largement l'œuvre elle-même de Gogol, puisque vous y incluez aussi des éléments sur tous ceux qui ont parlé de Gogol, qui ont étudié Gogol, qui ont écrit sur Gogol, et vous avez forcément opéré des choix. Alors, c'est la question, je pense, qui nous occupe tous. Pourquoi vous avez fait certains choix, peut-être que vous ne saurez pas y répondre d'ailleurs en définitive, mais pourquoi certains choix pour certains articles, pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur certains aspects dans les articles, pourquoi d'autres éléments n'ont pas trouvé place dans votre dictionnaire, pourquoi avez-vous parlé du pied et pas de la chevelure féminine par exemple, voilà, pourquoi Lénine fait-il son apparition dans le dictionnaire Gogol, et pourquoi à l'inverse, je ne sais pas moi, mais Griech par exemple n'a pas droit à une notice biographique dans l'index biographique. Qui? Griech. Ah. Oui, parce que Griech n'aurait pas dit grand-chose au lecteur français. C'est en fonction, j'ai essayé chaque fois de me poser la question, est-ce que cela a un intérêt pour le lecteur français ou pas? Est-ce que cela a laissé une trace? Est-ce que cela vaut la peine de consacrer un article ou quelques lignes même? Donc il y a ce critère du lecteur français, débutant ou déjà bien aguerri dans la lecture de Gogol. Et puis aussi, il y a le critère des matériaux que j'avais à ma disposition. Il y a des thèmes comme le pied, par exemple, qui ont fait l'objet d'articles et il me semblait qu'il était intéressant de consacrer une notice à ce motif-là, d'autant plus que c'est un motif qui est pouchkinien, qui est très présent dans la poésie et les dessins de Pouchkine aussi. Donc vous voyez, il y a ces deux impératifs là. Le point de vue, essayer de me mettre à la place du lecteur français et
d'autre part, essayer d'utiliser dans la masse d'ouvrages critiques ce qui présente de l'intérêt, encore une fois, pour le lecteur français, c'est-à-dire tout ce qui était pure érudition, je ne l'ai pas utilisé. Quelquefois, c'est mentionné. Mais enfin, les spécialistes de Gogol, comme les spécialistes de tous les grands écrivains russes, font assaut et ont toujours fait assaut d'érudition pour trouver des allusions, des réminiscences, des emprunts à des auteurs plus ou moins connus, importants. Et cela n'est pas toujours très, très important pour la compréhension de l'œuvre de Gogol. Merci beaucoup, Michel. J'ai une autre question qui est aussi d'un ordre un peu général, mais alors, je vais essayer de la formuler de la manière la plus claire possible. Quand on lit votre dictionnaire, et je sais très bien que vous rappeliez que justement vous aviez en tête précisément le lecteur français, il y a des choses qu'on s'attend à y trouver, évidemment, comme ce que vous avez d'ailleurs rappelé aujourd'hui, que ce soit le Gogol satirique, évidemment, le Gogol et l'humour, ou bien même le Gogol spirituel, que, alors peut-être qu'on connaît moins bien, mais c'est vrai qu'on s'y attend quand même, vu, voilà, surtout si on a suivi peut-être des cours d'histoire de la littérature russe, où on s'attend à trouver le mysticisme quelque part. Oui, mais justement, le mysticisme à l'époque de Gogol, dans la critique de l'époque de Gogol, c'est quelque chose de négatif. C'est absolument répréhensible d'être mystique. Voilà. Et donc c'est très bien d'avoir la mise au point, justement. Puis il y a d'autres choses qu'on trouve, mais qu'on ne s'y attendait pas du tout. Vous avez rementionné aujourd'hui le protestantisme, par exemple. Et c'est absolument passionnant. Et j'essaie de retrouver le fil de ma pensée. Et je me posais la question, en fait, est-ce que vous pourriez nous dire, finalement, le Gogol que vous déconstruisez, pour parler rapidement, c'est ce Gogol... Si, j'ai compris, je me souviens ce que je veux dire. Le Gogol que vous déconstruisez, c'est le Gogol qui a été le Gogol occupé uniquement aux thèmes sociaux de Belinsky. C'est le Gogol soviétique, évidemment. Quel est le Gogol que vous souhaiteriez voir figurer dans une nouvelle histoire de la littérature russe? Première partie de ma question. Deuxième partie de la question, par rapport à cette histoire de la littérature du 19e siècle. Un lecteur français qui a fait des études, voilà, par exemple, de littérature russe, s'attend à y trouver des choses comme l'école naturelle, par exemple, de Belinsky, qui n'y est pas. Vous n'avez pas parlé d'école naturelle. Pourquoi vous n'avez pas parlé de l'école naturelle? Pourquoi vous n'avez pas choisi, justement, de réintégrer dans votre dictionnaire des éléments du canon historique, du canon littéraire russe qui replace Gogol dans l'école naturelle. Et je m'arrête là parce que j'aurai une question après. Oui, votre seconde question m'a fait oublier la première. Mais enfin, pour la seconde, l'école naturelle, c'est un sujet purement d'histoire de la littérature. Et j'ai préféré donner la priorité à l'œuvre, au style de Gogol, qui est avant tout, il ne faut pas l'oublier, en se focalisant sur des questions et des polémiques d'histoire de la littérature, qui est avant tout un maître de la prose. C'est mon auteur préféré, et à cause justement de son art de la prose. Donc j'ai pas voulu que l'histoire littéraire, avec une question comme celle de l'école naturelle, mais il doit quand même en être question à un endroit sans doute,
que les questions d'histoire littéraire, qui n'ont guère d'intérêt pour le lecteur français, me semble-t-il, à part pour les spécialistes, que ces questions d'histoire littéraire oblitèrent le Gogol artiste, hein, qui est quand même ce qu'il y a de plus important. Et si l'on lit Gogol aujourd'hui, c'est pour son art de la prose, ses récits, et non pas pour le cataloguer dans tel ou tel courant littéraire. Pardon, merci beaucoup. Bien sûr, il n'est pas question de cataloguer, mais j'évoquais la polémique justement autour de Belinsky, puisque Belinsky est un personnage qui revient très souvent dans le dictionnaire. Dans l'article Belinsky, justement, vous n'expliquez pas que Gogol a été proposé comme figure de proue de l'école naturelle inventée par Belinsky. C'était la question. Et alors justement, l'histoire de la littérature du 19e siècle que l'on retient... Ah oui. Vous avez souvenir? Oui, donc, oui, si j'ai déconstruit, enfin, c'est le propre de tout dictionnaire, déconstruire, c'est pas pour reconstruire un Gogol qui serait catalogué dans telle ou telle case de l'histoire littéraire, c'est au contraire pour présenter un Gogol, pour en présenter les différentes facettes, hein, la complexité, et ne pas le réduire soit au réalisme critique comme à l'époque soviétique ou du temps de Belinsky, soit un auteur purement satirique ou comique, hein, comme on a tendance à le faire avec des éditions de poche pour les écoliers en France, par exemple, hein, mais au contraire d'essayer de conserver toute la complexité de Gogol, ce caractère énigmatique sur lequel s'accordaient beaucoup de ses contemporains et de critiques ultérieures, hein, un Gogol qui reste quand même une énigme et qu'on ne peut pas réduire à tel ou tel courant ou à tel ou tel aspect. Donc c'est essentiellement non pas une déconstruction, enfin c'est plutôt une reconstruction de sa complexité que j'ai essayé de faire, avec des articles comme le catholicisme ou le protestantisme, ou bien les styles baroques ou grotesques, hein, qui dépassent les clichés que l'on trouve dans les histoires de la littérature. Merci beaucoup. Et à mon avis, c'est la meilleure forme qui soit pour l'histoire de la littérature, justement, pour le reflet de la complexité qu'elle peut offrir. J'ai une dernière question sur cette histoire de la littérature, justement, puisque vous avez inclus dans votre dictionnaire énormément de matières de nature diverses. Vous avez dit que vous vous étiez appuyé d'abord sur l'œuvre de Gogol, que vous citiez avec profusion, mais vous citez également beaucoup de textes de correspondance que vous traduisez donc pour la première fois, puisqu'ils sont inédits, comme vous l'avez rappelé, en français, pour la grande partie. Vous citez également énormément de contemporains, et notamment j'ai beaucoup apprécié comment pour tout un tas de questions complexes, voire épineuses, vous préfériez donner la parole aux contemporains de Gogol ou à des critiques ultérieures, mais qui en fait font partie du même, disons, qui ont réfléchi avant vous et avant nous à ces questions-là. Je pense par exemple à l'article sur l'Ukraine où vous donnez la parole à Belinsky puis à Mandelstam sur le style de Gogol. Mais vous laissez aussi une place très importante au visuel. Et alors on peut regretter qu'une grande partie que la majorité, que l'ensemble, excusez-moi, des illustrations soient en noir et blanc. On aurait aimé avoir au moins les tableaux de Répine en couleur. Mais quelle est la place selon vous? Alors justement, quelle est la place que doit avoir la production visuelle, à la fois celle de l'auteur et puis celle de ses contemporains dans l'histoire de la littérature, pour quelqu'un qui découvre l'histoire de la littérature russe du 19e siècle et l'histoire de la littérature russe dans son ensemble? Voilà, est-ce qu'on devrait réfléchir de manière plus systématique à inclure, comme vous l'avez fait pour la géographie, à inclure également la matière visuelle
Et dans ce cas-là, si oui, puisque vous l'avez fait, comment s'y prendre? Comment s'y prendre pour l'intégrer de façon à ce qu'elle parle au lecteur, de façon à ce qu'elle permette au lecteur de non seulement illustrer de manière frontale des choses, mais participer à cet échange, à cette réflexion sur la complexité, justement, en l'occurrence de Gogol. Oui, c'est important, il me semble, car Gogol a été perçu par ses contemporains, et longtemps après sa mort aussi, il a été perçu non seulement par ses textes, bien sûr, mais ses textes illustrés par de grands dessinateurs de son temps ou postérieur à sa mort. Et dans l'imaginaire russe, les personnages des âmes mortes, par exemple, sont associés à des dessins dont je donne plusieurs exemples dans le dictionnaire, des dessins qui ont accompagné la plupart des éditions de Gogol au XIXe siècle. Alors, bien sûr, on ne peut certifier que Gogol aurait apprécié ces dessins qui sont venus illustrer ces personnages, mais il reste un fait que la perception de Gogol par la postérité est inséparable des dessins qui accompagnaient ces œuvres. Alors, ce sont des dessins réalistes, bien sûr, mais qui sont très expressifs et qui ont été tirés à des tirages extrêmement importants, et donc qu'il ne faut pas séparer de la réception de l'œuvre de Gogol. Donc, il serait intéressant de faire une histoire illustrée, plus ou moins abondamment, mais enfin une histoire de la littérature illustrée, avec ces dessins qui, dans l'esprit, enfin maintenant sans doute moins, mais qui, dans l'esprit des lecteurs du XIXe siècle, étaient inséparables des textes de Gogol. Et bien sûr, les dessins de Gogol lui-même, il y en a un nombre assez important dans le dictionnaire, car Gogol, comme tous les écrivains russes, Pouchkine, Lermontov, Dostoïevski, dessinait bien. Il avait suivi à Saint-Pétersbourg des cours de dessin à l'Académie des Beaux-Arts, et il a continué à dessiner à Rome aussi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui doit ou qui devrait accompagner l'édition de ces textes. Je ne sais pas si on... Juste une petite parenthèse, j'attire votre attention que dans le livre, il y a le dessin de Gogol fait par Pouchkine et le dessin de Pouchkine fait par Gogol. page 236. J'avais juste une dernière question sur les portraits de Gogol, justement. Est-ce que vous pourriez en dire un mot? Parce qu'il y en a beaucoup dans votre dictionnaire, notamment celui du très jeune Gogol par Vinit Seranov, qu'on ne connaissait pas du tout. Oui, il y a des portraits de Gogol à différentes époques de sa vie. Gogol bien soigné, un peu gandin. C'est ça. Et puis qui devient au fil des ans plus domestique. Il a un nez qui part un peu en avant d'ailleurs. Je pense que c'est le moment d'ouvrir... Voilà, c'est sans doute un très bon moment pour ouvrir les discussions. En attendant, je vais peut-être commencer, parce que Michel, parmi les auteurs, parmi les accès possibles pour le public français, vous citez plusieurs critiques français, russes, et parmi, disons, les critiques franco-russes, il y a le nom de Boris de Schlotzer. Voilà le nom, il me semble, qui peut vraiment dire beaucoup au public français, rien que sa carrière extraordinaire, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est devenu directeur même de la collection russe à Gallimard, qui écrivait de la manière régulière pour la Nouvelle Revue française, donc le nom qui est très parlant pour le public français. Et il se trouve que Boris de Schlotzer a écrit 2 ouvrages sur Gogol en 1936,
Et ensuite, il réécrit son propre ouvrage pour donner un titre tout autre. Et il a beaucoup changé cette monographie sur Gogol. Et le titre n'y peut qu'attirer parce que l'ouvrage s'appelle Gogol, rappelez-moi, poète et l'homme et le poète, les frères ennemis. Oui, enfin, je préfère la première édition de son livre. Ah, mais bon, très bien, mais est-ce que vous pouvez au moins commenter ce titre, qui est quand même le titre paradoxal, parce que Boris de Schlözer voit une sorte de déchirement dans Gogol. C'est-à-dire que l'homme Gogol et Gogol poète ne sont pas d'accord. En quoi ils sont les ennemis? L'homme et le poète ou les frères ennemis. Les frères ennemis, oui. Oui. Non, c'est un peu ce travers d'écarteler Gogol entre l'homme et le poète, l'homme et le créateur, d'écarteler Gogol entre l'auteur satirique, comique et l'auteur spirituel, hein, alors que ces tendances spirituelles de Gogol, on les trouve dès le début, dès les lettres de Gogol envoyées à ses parents depuis sa pension du lycée de Nijin. Hein, il n'y a pas un Gogol comique qui aurait disparu et qui aurait été remplacé par un Gogol ascétique, bigot, comme on l'a quelquefois décrit à la suite de Bielinski. Non, tout Gogol est contenu dans ses années de lycée, c'est dans sa jeunesse. On trouve tous les grands thèmes qui seront développés par la suite, celui du service du bien commun, du service de l'État, celui de la médiocrité, celui de la construction de son âme. Tout cela est déjà contenu dans les lettres de Gogol de sa jeunesse. Donc il ne faut pas écarteler l'homme et le poète, ou le comique et l'auteur des passages choisis de ma correspondance. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions, André Deschkel? Oui, j'ai une question à propos du fantastique de Gogol. Gogol est le contemporain exact d'Edgar Poe. Et je crois qu'il y a des mises en regard qui s'imposent d'elles-mêmes. Mais est-ce que vous voyez plus de similitudes ou plus de différences? Et contemporain de Edgar Poe. Ah oui. À travers à la fois l'effrayant, le mélange d'effrayant, de grotesque, de dérisoire, je crois qu'il y a quand même pas mal de traits communs. Edgar Poe est cité. Je ne me souviens plus. Mais c'est une très bonne intuition alors. Par exemple, il y a des passages, notamment dans Strachne Mist, une terrible vengeance. Oui. Ça pourrait être Edgar Poe, avec les morts qui sortent des tombeaux. Ça pourrait tout à fait être une page d'Edgar Poe. Oui, non, là je dis simplement que grotesque et arabesque, c'est un article sur le recueil d'articles de Gogol intitulé Arabesque. Et je dis que grotesque et arabesque sont quasiment synonymes chez Goethe, chez qui il y a un article intitulé De l'arabesque, et Edgar Poe, chez lequel on trouve les contes du grotesque et arabesque. Donc c'est plutôt au niveau du style, du courant littéraire, ce courant de grotesque et d'arabesque, qu'il y a un rapprochement à faire avec Poe. Tous les deux, Gogol et Poe, se sont intéressés à cette tendance à grossir le réel afin d'en faire éclater le caractère fantastique. Mais je n'ai pas trouvé de preuve que Gogol ait lu Edgar Poe. Ah non, Dostoïevski, oui. Absolument, non, je ne pense pas qu'il pouvait y avoir d'influence
Oui. parce qu'ils sont trop contemporains, Oui, oui. mais simplement ils ont capté quelque chose qui était dans l'air du temps, et chacun l'a capté à sa manière. Absolument, à sa manière à oui. lui, mais il y a un certain Oui. nombre de thèmes qui se Oui. retrouvent, notamment bon, le mélange entre la vie, la mort, enfin, les revenants, enfin, ça, je crois qu'il y a cette peur de la mort chez Gogol, et en même temps cet attrait qu'on le trouve aussi chez Edgar Poe. On dirait que quand même il y a une différence fondamentale. Chez Poe, il n'y a pas du rire gogolien. Par contre, Il y a de la chez Dostoïevski, l'histoire du docteur Goudron et du professeur Plume, c'est quand même de la dérision. Ce n'est pas le même rire. Mais Ah non, d'accord. on va écouter Michel. non, je disais que chez Dostoïevski, on trouve une préface à une traduction d'Edgar Poe dans laquelle Dostoïevski oppose le fantastique d'Edgar Poe, où seul l'événement initial est fantastique, à celui de Hoffmann, qui donne forme animée aux forces de la nature. Et Dostoïevski est plus proche de Poe que d'Hoffmann. Il voit l'extraordinaire dans le cadre des conventions réalistes, sans laisser le surnaturel intervenir directement. Donc si l'on veut trouver des parallèles avec Edgar Poe, c'est chez Dostoïevski plutôt que Gogol. Dostoïevski qu'il a lu plutôt que chez Gogol qu'il faut les rechercher. Merci beaucoup, Michel. D'autres questions? Est-ce qu'il a connu Séraphin de Sarov? Comme il a côté spirituel, est-ce qu'il a pu connaître quelqu'un d'aussi éminent que Séraphin de Sarov, qui est mort en 1833, je crois? Non, c'est une question comme ça, c'est pas une question dans le dictionnaire. Hein. C'est une question. Et puis qu'il y a des lettres ou des correspondances. De son vivant, Séraphin de Sarov a été peu connu. Quelqu'un comme Pouchkine, par exemple, il est quand même mentionné. Vous voyez l'utilité des index. Et autre chose, moi j'ai suivi un cours de 12 cours avec le père Michel Evdokimov sur le diable à travers Sous le soleil de Satan d'Avanos versus Les âmes mortes de Gogol. 12 cours au Bernardin en 2018 ou 19, je ne sais plus. C'était avant le Covid, ça c'est sûr. Non, là, je dis que Merejkovski inscrit la tragédie. Merejkovski inscrit la tragédie de Gogol dans ses propres grands thèmes du profane et du sacré, de la chair et de l'esprit, et mit en cause l'influence néfaste du père Matthieu, ça c'est un grand sujet de polémique, représentant du christianisme noir, ascétique, auquel c'est-à-dire Merejkovski, oppose un christianisme blanc, celui de saint François d'Assise et celui de saint Séraphin de Sarov. Mais cela ne veut pas dire que Gogol a connu Séraphin de Sarov. Par contre, il a connu les starts et les pères spirituels du monastère d'Optino. Voilà, donc ça veut dire encore une fois qu'il faut maintenant avoir le dictionnaire Gogol sous la main. Bien sûr. C'est complémentaire. Vous avez parfaitement raison que c'est complémentaire. Il faut avoir les deux. Dans votre bibliothèque, oui, il y a un article Gogol dans Dostoïevski et il y a un article Dostoïevski dans Gogol. Voilà, donc ces deux livres vont vraiment trouver leur place dans votre bibliothèque. Est-ce que vous pourriez dire un mot de la folie? Et puis, bon, peut-être ça vous plaît pas. Il y a un exemplaire. Et puis autour de la mort de Gogol, il craignait d'être enterré pas complètement mort, et c'est cette légende. Quand on a exhumé son cercueil, on a vu que le corps n'était pas dans la même position. Il y a un article sur C'est peut-être complètement foutraque comme question. Donc elle est importante. Il y a un article sur la mort de Gogol qui est
Gogol a été pris pour un fou. Il avait cessé de s'alimenter au moment du carême de Pâques. Et il se sentait prêt à mourir, mais il n'était pas absolument pas fou. Et on a essayé de le maintenir en vie avec des traitements extrêmement violents et douloureux. C'était pas du tout un accompagnement comme avec des soins palliatifs comme il existe de nos jours. Donc cette mort de Gogol est quelque chose de très, très triste, mais il a été considéré comme fou. Il y a un article sur les psychiatres et les psychanalystes là, qui ne sont pas d'accord entre eux. Mais Gogol a été pris pour un fou, mais il ne l'était pas fou. Il était fou au sens de fou pour le monde des vivants, des hommes. Mais pour lui, c'était une folie en Dieu. C'est difficile de reprendre la parole après. Mais peut-être il y a encore une question. Oui, moi j'ai une question. Catherine Desprétaux. Le débat parce que la question ne portera ni sur Dostoïevski, ni sur Gogol. Pardon. La question est très intéressée. Est-ce qu'il faut que je fasse? Ça va? Ça va? La question est très intéressée, c'est de savoir si tu vas entreprendre le dictionnaire Tolstoï. Non, j'ai Pouchkine. J'ai Pouchkine en chantier. Tu vois, je recule Dostoïevski, Gogol, Pouchkine. Ça forme un tout. Mais il faudrait un dictionnaire Tolstoï, oui. Mais ça ne sera pas, sans doute pas mon œuvre. Merci beaucoup Catherine, c'est une très belle ouverture, n'est-ce pas? Nous vous proposons de nous arrêter là. Donc vous pouvez acheter Dictionnaire Gogol, demander la dédicace de Michel. Et avant de vous inviter de boire avec nous un verre d'amitié, je voudrais demander Marie Stakovic dire un mot. Et je vous la présente. Elle est présidente de la Société des Amis Imcapresse chez nous. Elle fait un très grand, remarquable travail pour animer les activités culturelles dans le mur. Et elle est professeure de russe à INELCO. Merci Tatiana. Ne vous me prenez pas, cher Michel Nicqueux, les gens viennent pour Gogol, mais ils viennent surtout pour Gogol par Michel Nicqueux, quand même. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir à chaque fois que vous venez et à chaque fois que vous remplissez les salles. Et nous sommes heureux d'accueillir tout le monde et à chaque présentation de livres dans ce lieu qui est maintenant historique, on peut le dire quand même, et qui sert à la fois, qui abrite à la fois la librairie des éditeurs Elmi, les éditions Imcapresse et le centre culturel Alexandre Solzhenitsyn. Donc nous présentons des livres le lundi, nous avons des expositions là-haut au premier étage, et je vous invite à aller voir celle qui a été inaugurée jeudi dernier, de Irina Rakova. Voilà, donc des peintures d'Irina Rakova. Mais toutes ces activités, en particulier la préparation du cinquantenaire de la parution de l'archipel du Goulag, qui aura lieu le 28 décembre 2023, donc qui est très très proche, demande énormément de travail à notre équipe qui, cela dit en passant, travaille à peu près entièrement à titre tout à fait bénévole. Et nous avons besoin de votre aide pour pouvoir accomplir tout ce travail et pour continuer à vous présenter les livres qui paraissent sur le monde russe les plus intéressants, et en particulier le dictionnaire Pouchkine. Donc maintenant, nous savons ce que nous devons attendre. Donc pour nous aider, vous avez différentes façons de le faire, et ces façons sont en plus cumulables. Donc la première, c'est de déposer votre bol dans ce panier. La seconde, que je regarde, en achetant nos livres.
en faisant dédicacer à Michel Niqueux le sien, mais en achetant tous les autres livres que nous avons à vous proposer. Et puis... En vente, le livre aussi dont Michel Niqueux a parlé. Ah oui, la biographie de Alexandra Smirnov-Rossetti, et puis en adhérant à l'association des amis d'Inca Press. Donc vous avez ici un bulletin d'adhésion, vous pouvez adhérer, vous avez une cotisation annuelle, et comme ça vous nous aidez de façon pérenne. Voilà, donc je vous invite à le faire. Je vais déposer le panier ici, et j'espère vous revoir très bientôt.